JFTL par Lydie et Guillaume, que je vais laisser se présenter. Et l'idée, c'est vraiment de parler de qualité durable et d'un kit de survie du testeur en éco-conception. On reviendra rapidement à la fin, mais c'est un résumé d'une formation que Lydie, Guillaume et d'autres personnes ont contribué à créer pour justement parler de qualité durable, de qualité qui soit bon pour les utilisateurs, pour les personnes qui créent le service numérique et pour l'environnement. Lydie, Guillaume, à vous. Merci Marc. Alors, hop, en deux mots, donc je suis Lydie, j'ai 15 ans d'expérience, je suis actuellement coach agile et Product Ops en prestation chez Yeta. Et pourquoi je vous parle aujourd'hui? Parce que je suis à la fois bénévole au sein de Qualité Durable, Boa Vista et Agile Tribu. Et donc, à toi Guillaume. Et donc pour ma part, dans la qualité durable aujourd'hui, avec d'abord un passé dans la qualité logicielle, hein, j'ai travaillé en ESN pendant quelques années et j'étais spécialisé dans la stratégie de test et la qualité logicielle au sens global. Et puis j'ai bifurqué vers le numérique responsable depuis 4-5 ans. Et aujourd'hui, je travaille en tant que chargé de mission à Toulouse Métropole avec la mission numérique responsable, justement, et notamment de l'éco-conception. Donc, tout le travail que j'ai fait avec Lydie, Marc ou d'autres personnes, c'est d'arriver à mixer ces deux mondes et d'amener ce qu'on appelle la qualité durable qu'on va vous présenter. Sans plus attendre, on vous dévoile l'agenda. Donc, il va se dérouler en 5 levels. La dynamique, ça va être, on va vous présenter d'abord un sujet et ensuite, on va vous délivrer un toolkit actionnable tout de suite. Donc, évidemment, dans les présentations, on va essayer de rester le plus concret et le plus pragmatique possible. Level 1, on va vous présenter pourquoi on vous propose ce contenu aujourd'hui. Level 2, est-ce vraiment exclusivement un problème environnemental? Spoiler alerte, pas tout à fait. Level 3, à la recherche des bons tuyaux. Donc là, on va vous délivrer vraiment une démarche complète à actionner dès demain chez vous. Level 4, on vous l'a dit, nous faisons partie du collectif Qualité Durable et on va vous présenter en quoi ça consiste. Et level 5, un grand résumé de tout ce contenu pour pouvoir repartir avec les idées claires. Hop! Donc, d'abord, commençons par un petit état des lieux. Quel est le vrai problème? Vous avez probablement entendu parler des limites planétaires. Elles représentent un seuil à partir desquels les écosystèmes deviennent instables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas prédire comment le système va évoluer. Ça ne veut pas dire que c'est l'apocalypse, ça veut dire juste qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Là, ce qu'on vous propose comme représentation, c'est le Green Donut. C'est le plancher social et le plafond environnemental dans lequel l'humanité peut exister dans un espace sûr, sans se mettre en danger. Pourquoi on vous parle de ça? Parce que, évidemment, on entend beaucoup parler d'impact écologique, l'impact sur le réchauffement climatique, la disponibilité des ressources abiotiques, donc ressources abiotiques, les métaux, l'eau. Et puis, qui dit ressources dit extraction, donc parfois aussi en zone de guerre et exploitation des populations locales. Donc là, ça va avoir aussi un impact éthique. Donc, pourquoi on vous parle de ça? Pour justement faire le lien avec le numérique. Alors, par rapport euh, à ces éléments, ce qu'il faut en fait retenir, c'est quelle est la place du numérique dans l'empreinte environnementale. Donc, ce qui est intéressant de plus en plus, c'est qu'on commence à avoir une compréhension de l'empreinte carbone. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, l'empreinte carbone, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'élément qu'on sait mesurer en fait. Donc, on a tendance à simplifier un peu ce que vient de montrer Lydie par l'empreinte carbone, mais c'est vrai que tout l'avantage, c'est qu'on sait le mesurer. Et la part du numérique, si on regarde, elle paraît
peu, ça paraît pas tant que ça. Mais derrière, en fait, le numérique est un petit peu partout, hein, typiquement dans les voitures, hein, par exemple. Euh, Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas forcément la thématique la plus importante à régler, d'autant plus que le numérique a aussi un effet bénéfique. Mais ça reste quand même un sujet de préoccupation. Si on regarde un peu plus loin, Heu, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le numérique? Bah, voilà, qu'aujourd'hui, alors aujourd'hui, en 2022, donc les dernières données qu'on a sont de 2022, c'est 4,4 de l'empreinte environnementale, en France, en l'occurrence. Bon, c'est à peu près pareil dans le reste du monde. Donc heu, donc voilà, ça reflète à peu près le schéma qu'on a vu, juste avant. Néanmoins, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le numérique, c'est, je dirais, la filière qui ne se décarbone pas. Et donc, vous voyez, entre 2020 et 2022, c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que ça a progressé de 18%. Et ça, encore, c'était avant l'IA générative. Je pense que vous avez tous entendu plein de choses au sujet de l'usage de l'IA générative, euh, pas tant en entreprise, mais surtout dans notre société, hein. On a aujourd'hui des millions de personnes dans le monde qui utilisent l'IA générative. Donc, vous voyez, ça, c'était l'augmentation qu'on a eue avec tout un tas d'autres effets, enfin, avant 2022. Euh, je pense qu'en 2024 et en 2026, on aura des chiffres qui seront également en très très forte progression. Et alors, comment ça se répartit? Bah, vous voyez, tout va se jouer sur quoi? Sur d'abord le matériel, très clairement. Donc, on pourra en reparler, hein, un peu plus tard. Et ce dont on s'aperçoit de plus en plus, bah, c'est aussi le poids des data centers. Donc, les data centers en France, donc il y a des choses qui sont hébergées en France, mais aussi nous, petits Français ou entreprises françaises, on utilise beaucoup du data center qui n'est pas forcément en France. En effet, comme l'a dit Guillaume, donc le numérique, on a toujours l'impression que c'est de la dématérialisation, plus de papier, plus de support, tout ça. En fait, non. Le numérique, ce n'est pas immatériel. Bien au contraire, quand on dit dématérialisation, on dit il faut pas dire dématérialisation, il faut dire numérisation, parce que c'est un abus de langage. Le numérique, comme vient de le dire Guillaume, s'appuie sur des infrastructures matérielles, ne serait-ce que pour la connectivité, donc satellites, les data centers qui vont stocker nos données. Et il y a aussi, pour pouvoir visualiser toutes ces données, bah, les différents devices qui vont être dans nos maisons. Donc il va y avoir les écrans d'ordinateur, les ordinateurs, les tablettes, les objets connectés. Rien qu'autour de moi, là, je dois en avoir 6 ou 7. Voilà. Donc notre quotidien est inondé de matériel numérique. Donc ce n'est pas du tout immatériel. Et ça a une trace carbone importante à la fabrication, mais aussi à l'usage. Et, et justement, on a tendance à dire que euh, par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure, donc 50% de l'empreinte, c'est sur les terminaux, 46% sur les data centers. Ce qui se joue sur les terminaux, c'est vraiment la fabrication. On est sur un rapport de 80-20. Et ça, tout le monde ne l'a pas forcément en tête. C'est-à-dire que quand vous avez acheté votre PC, en fait, votre PC, il a déjà consommé 80% de son empreinte environnementale parce qu'il a été fabriqué, tout simplement. Euh, c'est un peu différent sur les data centers où là, on a un très fort poids sur l'usage. Pourquoi? Parce que il y a besoin de refroidir, il y a besoin de faire fonctionner. Donc en fait, quand on fait le bilan, il y a la fabrication des serveurs, certes. Donc c'est aussi matériel, hein. Le poids environnemental des data centers, c'est matériel, hein, comme l'a indiqué Lydie également. Mais c'est différent parce qu'on a besoin de beaucoup d'énergie et donc une empreinte carbone importante pour faire fonctionner les data centers. Donc là, il y a une petite différence. Et vous voyez, bah, ça, c'est un exemple. Un premier toolkit, bah, c'est de se dire, bah, tiens, c'est quoi mon empreinte environnementale à l'échelle de mon organisation ou voire même de mon équipe, hein. Et donc là, je vous montre, bon, on ne va pas aller dans le détail évidemment, mais ça, c'est un modèle que j'utilise à l'échelle de Toulouse Métropole pour faire le bilan environnemental du numérique de la collectivité. Et en fait, ce qu'on voit là, bah, c'est un inventaire de tout le matériel qu'on a et les usages, alors en tout cas, la matérialité externe.
on essaye aussi d'évaluer la matérialité externe que l'on a et donc quel est l'impact environnemental associé. Et ça, en fait, on est très proche de faire un bilan carbone en fait en bonne et due forme, comme ça peut être fait dans d'autres filières. Et donc voilà, ça c'est le premier toolkit pour travailler sur déjà cette prise de conscience. Et voilà, un petit exemple de répartition, vous voyez là, c'est une infographie qui nous donne un peu une idée de ce que ça donne à l'échelle de notre collectivité. Vous voyez que les postes de travail, c'est, comme on disait tout à l'heure, les terminaux, c'est un gros sujet. Vous voyez, postes de travail, gros sujet. Mais voilà, les usages aussi, et notamment, vous voyez, nous, on utilise Microsoft 365. Ça fait partie des gros sujets d'accompagnement sur le numérique responsable. Tu peux me rappeler dans quel contexte tu as généré cette infographie? C'est essentiellement pour faire de la sensibilisation, hein, et de la formation et puis se rendre compte d'où se situent les ordres de grandeur. Moi, ça m'aide beaucoup, quand il s'agit de communiquer sur des actions. Si, par exemple, j'ai des actions sur le plan d'équipement, où on va essayer de réduire un peu nos écrans supplémentaires, hein, parce qu'on a beaucoup d'agents qui ont, double écran, voire triple écran. C'est pas facile de leur dire, «Lâchez-en un», même si dans les écrans qu'ils ont, ils les utilisent pas tous, hein. On va essayer d'utiliser ce type d'argument et puis, voilà, sur les usages, et donc l'IA commence à venir, hein. Vous voyez, l'IA générative, on va appuyer ce type d'infographie pour, amener des actions concrètes et puis voilà, un travail de sobriété, numérique et vous voyez, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des actions sur tous ces items. Ça, ce bilan carbone, tu l'avais mené au sein de la métropole de Toulouse, c'est ça? Oui, exactement, ouais. Merci. Et donc, bah, voilà, si on veut résumer, ce premier niveau de présentation, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est qu'aujourd'hui, vous avez tous été probablement sensibilisés à la question de la RSE. Donc voilà, c'est intéressant de se questionner, c'est quoi la politique RSE, dans mon organisation, dans mon entreprise, et cetera. Et puis, on parle de plus en plus de numérique responsable et donc c'est ça qui est intéressant à se poser, c'est, comment est-ce que on se pose des questions RSE dans la filière du numérique et souvent ça va être à travers une politique, numérique responsable, soit déjà à minima de sensibilisation, voire même une véritable stratégie, installée. Et donc voilà, si vous vous posez déjà ces questions et que vous avez déjà des éléments de réponse, on va pouvoir passer au niveau suivant. Alors, là, on va vous parler donc là, on vous a parlé des limites planétaires, de l'empreinte environnementale, notamment, de faire du bilan carbone, ça peut parce que ça va nous aider à mieux comprendre l'impact environnemental du numérique. Mais, il n'y a pas que le volet environnemental et on va voir qu'il y a d'autres problématiques qui peuvent se poser et qui vont voilà, nous concerner à l'échelle de, notre façon de penser le numérique et de concevoir. On Donc consomme le numérique de la même manière qu'on consomme les biens et le matériel aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il en faut toujours plus d'applications, toujours plus de devices, toujours plus de tout ça. Et toujours avoir le dernier modèle. Donc, alors, en face de ça, va y avoir ce qu'on appelle les concepts d'obésiciel. Donc là, obésiciel, sans grande surprise, c'est la contraction entre obèse et logiciel. Donc d'un côté, vous avez des processeurs plus performants d'année en année, même si aujourd'hui on atteint un petit peu le plafond de verre de la loi de Moore. Et plus on va avoir des processeurs performants et plus on va avoir des logiciels complexes qui sont qui vont porter plein de fonctionnalités, qui vont reposer sur des langages de plus en plus complexes aussi, qui vont masquer la complexité de la mise en œuvre. Et donc du coup, plus on masque la complexité et plus on utilise des boîtes noires, genre des librairies, pour créer nos logiciels, et plus ça va alourdir le logiciel.
Donc, l'exemple, c'est quand je tape Hello World dans Office 2010, ça va consommer 171 fois plus que quand j'utilise Office, ça va consommer, pardon, 171 fois moins que si j'utilise Office 365. Voilà, et quand on parle de consommation, on va parler de consommation de mémoire, de RAM, d'usage processeur. Alors, Ouais. je vais vous donner une petite illustration actuelle, là. On est passé à ChatGPT 5 et ChatGPT 4, on était à 30 000 GPU utilisés pour son fonctionnement. Et donc, ChatGPT 5, on passerait à 200 000 GPU. Donc, vous voyez là l'illustration qu'on voit. On a bien en tête que ChatGPT, bah, ça fait partie hein, des obésiciels de notre monde. C'est une accélération impensable. Enfin, c'est pas soutenable en fait. Et donc, du coup, toujours plus grand, toujours plus. En 2007, c'était une énorme révolution. On avait Internet dans la poche, ça faisait tout, appareil photo numérique, ça faisait absolument tout. iPhone premier du nom. Aujourd'hui, il fait quasiment 7 pouces, il fait 48 mégapixels, il est capable de prendre des photos de la taille d'un poster d'un mètre sur un mètre. Enfin, c'est. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Voilà. Donc, c'est ce genre de questionnements-là qui peuvent nous aider à améliorer nos modes de consommation. Alors, on a aussi la problématique des dark patterns. Alors ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais dans le côté toujours plus, là, ça va être plutôt, bah, on va vous détourner de ce que vous auriez besoin de faire et on va plutôt vous détourner vers ce qu'on aimerait que vous fassiez. Alors, je vais vous donner un petit exemple d'ailleurs hyper concret. Là, c'est tout à l'heure quand j'ai lancé Zoom. Bah, Zoom, il veut absolument que je télécharge son appli. Et donc, il y a un tout petit ajustement qu'il n'y avait pas il y a encore quelques mois. La dernière fois, en tout cas, que j'ai utilisé Zoom, c'est que la dernière fois que j'avais utilisé Zoom, dès le départ, j'avais mon lien utiliser le navigateur. Donc moi, j'ai ma petite habitude parce que de toute façon, je ne peux pas l'installer, hein, Zoom. Bah là, non, ça y est pas. Et là, j'ai fait mince, comment je fais? Mais je suis bloqué, je ne peux pas lancer Zoom. Et en fait, il a fallu que j'appuie sur télécharger l'appli. Bon, j'ai pas pu, hein, pour qu'il me propose le lien. Et donc, vous voyez, là, on est dans voilà, la définition quelque part d'un dark pattern. C'est un procédé manipulatoire qui va vous faire avoir un usage différent de celui que vous aimeriez avoir, donc qui répond pleinement à votre besoin. Donc là, on est vraiment dans une illustration claire de ça. Là, j'ai eu le même problème en me connectant. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je fais mince, t'en fais comment? Maintenant, on est des testeurs, donc bah, on a trouvé le bon contournement, quoi. C'est On ça. n'a pas été bloqué. Mais voilà, alors si on va à l'échelle, à d'autres échelles, bah, on le voit surtout à travers le e-commerce. Et puis aussi, c'est une autre forme de commerce, hein, c'est les réseaux sociaux, voilà, en tout cas les solutions de masse, les systèmes, les services numériques de masse. Voilà, le dark pattern, c'est ce procédé qui va vous détourner quelque part de votre usage initial et de votre besoin initial. Donc là, on voit des exemples où, en fait, on va vous amener des pop-up, voilà, tout ce qui va faire que vous allez vouloir aller vers autre chose, quoi. On vous a épargné la représentation un petit peu chaotique qu'on avait initialement sur les différents risques induits par toutes ces démarches qui vont pousser le consommateur à consommer plus et tous les risques que ça peut encourir. Donc on a changé un petit peu l'image, c'est pour ça que Guillaume, t'avais l'air un peu surpris, mais donc en fait, les différents risques, on les a listés ici. Donc il y a la fracture du numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, il y a des personnes qui n'ont pas accès physiquement aux informations, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les devices, ou alors peut-être qu'ils ne savent pas utiliser. Donc dans la fracture du numérique, on va avoir les gens qui n'ont pas accès, donc qui ont un smartphone potentiellement trop vieux pour pouvoir accéder à des applications récentes, par exemple. On va avoir la silver economy, donc c'est toutes ces personnes aux cheveux gris qui finalement n'ont pas qui n'ont pas suivi finalement l'apprentissage du numérique comme nous, on peut le faire au quotidien. Donc, comment on les accompagne, ces populations, sans les laisser de côté.
Et puis, il va y avoir aussi toute la frange de personnes qui vont avoir des problèmes visuels ou auditifs. Et donc là, du coup, plusieurs leviers à votre main. Donc, ça va être dans la phase de conception, par exemple, soigner l'UX, la user experience, qui va être indispensable. Et dans la phase de test, ajouter des règles de test d'accessibilité. C'est indispensable pour vous assurer que justement, vous ne laissez pas des gens sur le côté quand vous générez votre application. Quand vous la délivrez, assurez-vous que vous ne perdez pas des utilisateurs. Il y a la fiabilité des informations. Donc là, par exemple, typiquement, quand on parle de ChatGPT, de l'IA, de manière générale, ce sont des logiciels qui vont aller crawler Internet et qui vont aller plus ou moins délivrer de l'information juste. Et le juste, c'est quelque chose qu'il va falloir justement vérifier. Donc là, c'est toute une habitude à prendre sur le fact-checking. C'est idiot, mais potentiellement, les IA, quand elles ne savent pas dire non, je ne sais pas. Elles vont dire des faussetés. Et ça, c'est quelque chose dont on est tous exposés. Donc, gardez en tête que potentiellement, elle dit une connerie. Et donc là, du coup, c'est choisir le bon algorithme en face du besoin. Les troubles psychosociaux, donc ça va être, là on vous a clarifié un petit peu notre définition du dark pattern, donc c'est à aller chercher à éviter les dark patterns. Et là, Designer Ethic en a fait un très bon guideline que je vous invite à aller consulter. Et évidemment, dans la phase de test, vous allez pouvoir implémenter des tests UX justement. Donc, d'un côté, dans la phase de conception, c'est éviter les dark patterns en allant consulter les bonnes pratiques. Et dans la phase de test, c'est aller rajouter des tests UX. Donc, les biais algorithmiques, forcément, bah, c'est vigilance sur les datasets. Donc, vous assurez que les datasets en entrée d'entraînement de vos IA sont exempts de biais. C'est-à-dire que bah, on va aller chercher l'exhaustivité. Alors, l'effet rebond, on ne l'a pas tout à fait expliqué. Est-ce que Guillaume, tu veux en dire deux mots? Mm. Oui, bah, à travers, il y a le côté, on va vous détourner de votre usage, mais l'effet rebond, c'est une autre forme de chose. On n'avait pas anticipé en fait que on allait avoir un accroissement d'usage non maîtrisé, non prévu. Un exemple, hein, c'est par exemple quand ils ont créé Blablacar, bah, leur objectif c'était de permettre du covoiturage, finalement de permettre d'avoir, admettons, deux voitures de moins pour un même trajet, pour des mêmes trajets. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a créé un effet rebond, c'est-à-dire qu'au final, l'usage n'a pas été tant de réduire le nombre de voitures, mais plutôt de permettre à des personnes qui n'auraient pas fait le voyage de faire des voyages. Donc en fait, on a augmenté la volumétrie de voyages faits avec la voiture. Bon, je simplifie vachement, hein, mais voilà, c'est ce type d'effet rebond qu'on va constater. Et donc, quand on fait des services numériques, bah, ça peut être ça, c'est-à-dire qu'on va développer des fonctionnalités et en fait, on ne va pas se rendre compte que ces fonctionnalités, elles ont un énorme gain de performance, où elles vont amener du gain à l'utilisateur, mais elles vont aussi amener d'autres choses qu'on n'avait pas prévues et qui ne sont pas forcément utiles. Donc c'est là où l'effet rebond est négatif. Maintenant, il y a aussi parfois des effets rebonds très positifs. Mm. Et donc, du coup, bah, la préconisation qu'on vous propose, c'est justement d'analyser les usages. Donc, une fois que votre application est en production, c'est comment les utilisateurs utilisent. Parce que on va anticiper certaines choses au moment de la conception, mais finalement, le plus efficace, ça va être d'analyser la manière dont vos produits sont utilisés. Mm. Pour justement vous rendre compte de l'effet rebond et de prendre en compte ces axes d'amélioration pour pouvoir justement y pallier. Ah ouais, je pensais exactement à, à Vinted en termes d'effet rebond, Oui, bon exemple. absolument. Ouais. Parce que ça pousse, enfin ça pousse. Le comportement induit, c'est, tiens, j'ai de la place dans mon placard maintenant que j'ai tout revendu et en plus j'ai de l'argent pour me racheter des nouvelles fringues. Ouais, en fait, le vrai mauvais effet, c'est ça. C'est que du coup, on va augmenter finalement les volumes d'achat en se disant de toute façon, je pourrais revendre, quoi. Et Absolument.
On n'est pas dans le Donc, sens de la sobriété attendue par c'est ça, Vinted et l'économie circulaire associée. Ouais. absolument. Donc les coûts environnementaux aussi, donc on en a beaucoup parlé en introduction. C'est la trace carbone générée par tous les applicatifs et tous nos usages et tout le matériel sur lequel nos usages reposent. Et, et donc du coup, ça allait questionner à la fois techniquement pardon, les langages, les infrastructures, les fournisseurs. Donc, par exemple, si vous êtes au tout démarrage d'un projet, choisir un cloud, on va dire éthique, éco-responsable, ou du moins, au moins, à minima basé en France, parce qu'on sait que l'énergie est un peu moins carbonée en France qu'en Allemagne, par exemple. Et donc, évidemment, aller mesurer la performance de votre infrastructure, de votre système, pour pouvoir justement réduire son impact. Donc, on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc, du coup, le cadeau du Toolkit 2, c'est de vous assurer que toutes vos stratégies de test intègrent tous ces risques. Donc voilà, dans un premier temps, c'était de se dire, bon, où est-ce qu'on en est au niveau numérique responsable dans notre organisation? Sur vos projets, maintenant, c'est, OK, est-ce qu'on fait des stratégies de test? Est-ce qu'on introduit cette dimension environnementale et sociétale dans les tests qu'on va faire? Et vous voyez, c'est pas si anodin que ça. Mettre de l'accessibilité, ça va faire que vous allez prévenir le risque de ne pas mettre sur le carreau des utilisateurs potentiels. Mettre de l'UX, ça va aussi vous aider à répondre vraiment aux besoins des utilisateurs et non pas aux besoins de la maîtrise d'ouvrage. Donc tout ça, voilà, il y a tout un tas de techniques. En tout cas, ça passe par l'analyse de risque, c'est ça le toolkit, hein, et puis par l'anticipation. C'est ça qui peut nous permettre de passer le niveau 2 en ayant une considération environnementale, mais aussi sociétale. Et donc maintenant, on va aller un peu plus loin et un peu plus dans le concret. On va essayer d'aller chercher donc ce qu'on a appelé les bons tuyaux, hein. C'est comment est-ce qu'on peut aller amener une meilleure conception, sachant que voilà, dans ce qu'a dit Lydie tout à l'heure, il y avait vraiment du sens. C'est la qualité durable, elle va passer par le fait de challenger d'abord la conception. C'est-à-dire c'est en amont que ça se passe dans un premier temps, même si évidemment on peut travailler sur les tests plus en aval, hein, évidemment. Donc, un petit schéma pour essayer de retenir qu'est-ce qui va jouer sur les clés du fait de challenger la conception. Premier élément, c'est l'utilité. Alors là, vous voyez, par exemple, il y a un petit truc là qui paraît pas hyper utile. On va peut-être l'enlever. Voilà. Ça, on était dans un truc qui, je suis sûr, portait toute votre attention. Euh, mais c'est la réalité, hein, aujourd'hui de ce qu'on conçoit, c'est qu'on a tendance à mettre voilà, des fonctionnalités vitrines, mais sans avoir forcément réalisé et réfléchi la pleine utilité de certaines fonctionnalités. Donc il y a beaucoup voilà, de marketing et de vitrines. Donc ça, c'est un premier élément. Et c'est pas évident. Deuxième élément, c'est l'urbanisation. Et donc, quand Lydie expliquait que on va essayer de rechercher des systèmes qui ont une empreinte environnementale euh, performante, en tout cas, hein, l'urbanisation, ça joue. C'est-à-dire que la technologie que vous allez choisir, le fait de ne pas dupliquer de la donnée et d'aller plutôt la chercher là où elle existe déjà en référentiel, voilà, tous ces réflexes-là, ils vont être hyper importants, mais c'est pareil, c'est pas facile parce que ça demande un vrai travail de conception. L'utilisabilité, on en a parlé, il y a plein de risques autour de l'utilisabilité. Le fait que, par exemple, on mette sur le carreau des personnes, mais aussi le fait qu'on mette sur le carreau des équipements. Par exemple, moi j'ai un iPhone 8, je ne peux pas m'acheter en ligne un transport RATP. RATP avec ses nouveaux services là, ça c'est plutôt pour les Parisiens, mais je suis allé à Paris il n'y a pas très longtemps, et je peux pas. Et j'ai dépensé 15 euros, c'est-à-dire que le système a bien fonctionné pour me ponctionner mes 15 euros. Par contre,
il n'a pas réussi à charger, et donc voilà. Et le message, c'était votre téléphone n'est pas supporté. Donc j'ai perdu 15 euros. Vous voyez, on peut mettre sur le carreau du matériel. Ça aussi qui est hyper intéressant à avoir bien en tête. Donc l'utilisabilité, elle est là aussi. Et puis, la finalité aussi, moi j'aime bien aussi ça, c'est ce terme-là, c'est il faut qu'on ait quelque chose, enfin des systèmes qui restent utilisés. Parce qu'en fait, il y a des choses qui peuvent avoir des effets de mode ou en tout cas avoir une actualité et puis on se rend compte que c'est finalement de moins en moins utilisé. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, hein. Par exemple, le réseau social Google, bon, il a existé un moment et puis à un moment, il a disparu parce que Google s'est rendu compte que ils n'avaient pas réussi à développer cette fonctionnalité. Bonne chose, ils l'ont décommissionné. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir ça en tête, c'est que on peut challenger par le décommissionnement. Alors, pour vous aider, on a voulu vous faire un petit résumé de quelques boosters sur lesquels vous allez pouvoir travailler ces différents challenges. Donc le challenge de l'utilité, par exemple, c'est d'aller voir les ODD. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les ODD, les objectifs de développement durable. C'est quelque chose qui commence à être de plus en plus connu. Ça va vous dire, si on veut être dans l'intérêt général, qu'est-ce qui est intéressant à faire? Lutter, en tout cas, faire attention à l'égalité femmes-hommes, par exemple. Il y a des systèmes parfois qui sont pas pensés comme ça. Ou en tout cas, il peut y avoir des biais de conception. Mais voilà, il y a plein d'autres exemples. Donc ça, je vous invite à aller regarder ça. Et puis, si on veut aller plus loin, il y a des normes. Et des normes qui vont nous aider à aller chercher. Donc là, moins l'utilité, mais plus l'utilisabilité et la qualité. Et donc voilà, il y en a certaines que vous connaissez. Bon, celle-là, je pense que vous la connaissez bien. Mais on va peut-être voir que vous ne la connaissez pas complètement. Mais il y a aussi d'autres normes intéressantes sur la responsabilité sociétale et environnementale et la qualité environnementale. Donc là, notamment dans cette norme, il y a un petit bout qui explique comment faire une évaluation environnementale d'un service numérique. Donc des De, normes et des... Excuse-moi, avant que tu bascules sur les normes, vous avez tous forcément subi la GDPR, celle qui pousse à demander à chaque fois est-ce que j'ai le droit de utiliser tes données ou pas, des choses comme ça. La CSRD, elle a été dérégulée début de l'année pour 2 ans. Elle a sa petite copine CS3D aussi, donc Due Diligence, qui ont été dérégulées, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont été supprimées. Ça veut dire peut-être qu'en 2027, elles referont surface. C'est l'opportunité pour nous de prendre de l'avance et pas de se retrouver au dos au mur, de la même manière que toutes les entreprises ont subi la GDPR. Préparons-nous pour que justement nos entreprises ne subissent pas le l'avènement de ces lois-là, mais plutôt soit en avance ce coup-ci. Donc voilà, des éléments, vous voyez, un peu plus assez institutionnels, normés, qui peuvent vous aider. Et ensuite, on a, dans la slide suivante, des méthodes. Donc là, vous avez un certain nombre de méthodes. Alors, je vous parlais tout à l'heure dans la norme ISO 14000, vous avez en fait une méthode normée pour faire ce qu'on appelle des ACV. Donc, les ACV, ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant et utile. C'est des analyses de cycle de vie, en fait. C'est-à-dire qu'on va penser un produit numérique, un service numérique dans son ensemble et on va regarder quel est son impact environnemental et ça peut nous aider à identifier comment est-ce qu'on pourrait essayer d'améliorer les choses. Alors, je vous donne deux exemples. Un exemple, juste une citation, c'est que Mistral, il y a eu une ACV qui a été réalisée sur l'usage et puis le fonctionnement de la solution d'IA Mistral. Mais c'est intéressant aussi de voir toute la communication qu'il y a eu autour de DeepSeek, où DeepSeek, ils ont mis en avant le fait que leur phase d'apprentissage avait été sobre.
Et donc, DeepSeek est beaucoup plus sobre que ChatGPT. Je suis sûr que certains d'entre vous ont retenu ça. Mais en fait, quand on va creuser un peu, bah, on se rend compte que DeepSeek est plus lent et plus consommateur dans la phase d'usage. Donc finalement, si on creuse un peu, il faudrait faire une analyse de cycle de vie. Et c'est bien de mettre en avant qu'ils ont été super performants sur la phase d'apprentissage, mais la phase d'apprentissage, c'est 20%, on va dire, entre guillemets, du sujet. Sur 80% de l'autre sujet, ce serait bien qu'on analyse si bah, il n'y a pas une empreinte environnementale finalement plus importante que d'autres modèles comme ChatGPT, Mistral, etc. Et donc Mistral, ils ont fait le choix de faire un vrai travail de méthodologie. On a parlé du bilan carbone, ça c'est aussi voilà, des méthodologies qui viennent de l'environnement. Mais voilà, on a aussi des méthodologies hyper utiles qui nous viennent du monde de l'informatique. Et là, bon, je ne vais pas aller passer en détail, mais c'est sûr que plus on développe agile, bah ouais, plus on va chercher quand même le besoin, le vrai besoin, voire un MVP. Et voilà, il y a aussi, on a aussi beaucoup mentionné l'UX évidemment. Ah oui, je t'ai pris ta slide en fait. C'est pas grave. Tu t'en es très bien sorti, c'était parfait. Je rajouterais juste que Bon, l'intention, c'est, on revient toujours aux 3 U qu'on vous a présenté en introduction de ce chapitre, c'est utile, utilisable, utilisé. Urbanisme, l'urbanisme, mais dans l'agilité, on va aller chercher à maximiser la valeur tout en respectant à la fois le rythme des humains qui vont contribuer, mais aussi des utilisateurs qui vont exploiter le produit. Et donc, du coup, il y a ce côté euh, développer que ce qui est nécessaire. Et dans le craftsmanship, c'est prendre soin de s'assurer que le logiciel est conçu de façon maintenable et durable. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose sur lequel on va devoir revenir 50 fois dans la vie du logiciel, mais plutôt de s'assurer que c'est de la qualité. Voilà. Hop. Et donc, on en parlait tout à l'heure des différents outils qui existent, enfin des différentes législations, mais là, on va vous proposer les référentiels. Donc, on va avoir les référentiels d'un côté institutionnel, donc le RGESN, par exemple, qui a été commandé par l'ACEP et réalisé en partenariat avec, si je dis pas de bêtises, c'est l'ADEME et l'INR. Attends, j'ai un trou. ouais, non, aujourd'hui, c'est beaucoup Ouais, porté la par les DINUM. designers éthiques et Ouais, effectivement absolument. institutionnellement par l'ARCEP. Ouais. Ouais. Après, il y a le RG2A, donc celui-ci qui va regrouper les différentes règles dans lesquelles enfin, c'est les différentes règles bonnes pratiques à mettre en œuvre quand on décide de designer de façon accessible. Donc, c'est des règles de bonnes pratiques. Et puis, on va avoir évidemment le RGPD. Et de l'autre côté, nous avons aussi les référentiels d'organismes indépendants. Donc, on fait un grand focus sur les 115 bonnes pratiques d'éco-conception web parce que c'est le tout premier qui a été qui est sorti par greenIT.fr. Il y a de ça, si je dis pas de bêtises, en 2000, j'ai un trou, 2011. Ouais, Je crois que c'était dans par ces là, enfin, périodes. Hein. c'était autour de Mm. 2010. Donc voilà, c'était le tout premier. Et on s'en est suivi le RGESN, puis le RG 491, qui regroupe aujourd'hui plus de 512 bonnes pratiques. On va voir le RIA 31, et puis évidemment le référentiel des designers éthiques. Mm. Donc, tous ces référentiels vont recenser finalement des règles de bonnes pratiques en fonction des différents aspects qu'on souhaite amener dans notre logiciel. Ouais. Donc, c'est quoi l'intérêt en tant que stratège de test? Bah, c'est que ça nous amène des exigences. Ça, c'est hyper utile, hyper intéressant. Moi, je travaille énormément avec ces modèles-là pour bah, en fait, faire mes matrices d'exigence dès qu'on est sur des phases de conception et de stratégie de test. Et donc là, Bon, un petit eh ben, tunnel. j'ai résumé ça, plus ou moins. C'est que voilà, on va utiliser ça vraiment comme des exigences, des critères d'acceptation, et donc ça va nous permettre d'enrichir notre compréhension et pas du coup pas que orienté produit, mais aussi orienté usage. Et puis aussi, bah, on peut le faire même très très en amont, c'est-à-dire que ça peut nous aider au cadrage, où on va faire des choix technologiques, etc en fonction de ces domaines-là. Alors moi aujourd'hui, voilà,
en collectivité, on va utiliser de plus en plus le RGESN. Et puis, évidemment, on a une obligation sur le RG2A. En tout cas, on met l'accent à fond là-dessus sur les services aux usagers. Il faut absolument qu'ils soient accessibles et donc conformes RG2A. Et alors, vous allez pouvoir aussi utiliser des outils. Ça commence à se développer. Donc, on a un outil, par exemple, assez historique. C'est celui-ci, c'est l'Eco-Index. Donc, quand vous avez des services, vous développez des services qui sont ouverts, c'est-à-dire qui sont attaquables avec une URL, eh ben, vous allez pouvoir les passer à l'éco-index. Donc moi, par exemple, les sites de nos musées à la mairie de Toulouse, bah, je les ai passés à l'éco-index pour voir un peu ce que ça donne. Et bah, je me suis rendu compte qu'il y avait du boulot. Donc effectivement, ouais, on voit l'exemple ici. Et donc ça, vous voyez, c'est des vrais outils, des vrais sujets qui nous permettent d'amener du test, hein, en tout cas d'amener un peu plus de concret dans notre démarche. Et voilà, on vous en cite quelques autres, donc notamment GreenSpector, qui est un des rares outils qui va plus loin, qui va carrément être capable de faire quelque part une empreinte environnementale, hein, d'un applicatif. On a des versions de Sonar qui intègrent les bonnes pratiques que Lydie a évoqué tout à l'heure, les 115 bonnes pratiques de Green IT. Donc ça, c'est aussi des outils hyper intéressants. Et puis, vous avez aussi voilà, des référentiels, mais qui sont plutôt des outils dans le sens où ils vous amènent des données. Donc à partir des données, moi j'utilise beaucoup la base empreinte parce que ça m'amène des données de calcul quand je veux faire une estimation à peu près de c'est quoi l'empreinte environnementale de mon service numérique. Et voilà, en dernier, je crois que c'est le dernier, hein, toolkit. Ça, c'est aussi pour vous montrer, non, il y en a encore, un exemple de comment est-ce qu'on va intégrer une démarche pour amener de la stratégie de conception et stratégie de test. C'est que voilà, en fonction des cas de figure qu'on va avoir, donc nous on a plein de projets, hein, des dizaines de projets au sein de la collectivité, je ne vais pas utiliser les mêmes outils et les mêmes cadres de méthode, cadres de référentiel, en fonction du type de projet que je vais avoir. Ça, c'est intéressant d'avoir finalement une panoplie qu'on va mettre en place en fonction de l'utilité nécessaire. Et voilà, ça va se traduire. Voilà. Ce qui est intéressant là, ça c'est un autre exemple, c'est que je vais utiliser des matrices d'évaluation. Donc je vais évaluer un projet et je vais donc avoir un certain nombre de critères. Quelle est l'utilité du projet? Est-ce qu'il y a des composants gourmands, par exemple? Est-ce que ce projet prévoit d'utiliser de l'IA générative ou pas? Des objets connectés, certaines choses qui nécessitent qu'on aille un peu plus loin, qu'on aille un peu plus profondément dans l'analyse. Et vous voyez, vous pouvez faire également ce type de matrice. Juste une toute petite parenthèse sur le RGESN. Ce qui est très intéressant si on l'utilise tel quel, c'est qu'il y a déjà des règles de calcul. Mm. RGESN, si vous ne l'avez jamais ouvert, c'est simple. Vous avez un fichier Excel qui est téléchargeable. Dedans, il y a les 80 bonnes pratiques en suivant certaines, enfin, qui sont catégorisées. Et dedans, il y a des règles de calcul et qui sont normées. Et donc, du coup, si vous l'utilisez tel quel, ça va vous permettre, alors c'est du déclaratif, hein, donc évidemment, mais c'est en fonction de la qualité des données que vous arrivez à collecter dans vos entreprises. Mais malgré tout, les règles de calcul, elles sont normées et donc, du coup, elles vont pouvoir vous permettre de vous mesurer d'une année sur l'autre, de vous Mm. comparer aussi à d'autres entreprises qui ont aussi mené cette expérience-là. Mm. En ça, ça peut être intéressant de l'utiliser tel quel. Mm. Une forme de logique de seuil aussi, ouais, tout à fait. Absolument. Donc, du coup, est-ce que votre entreprise a déjà passé le pas et engagé une démarche de mesure déjà ou pas? Donc, se poser les questions, c'est déjà un premier pas. Donc là, on va vous parler un petit peu de qualité durable, mais qu'est-ce que c'est? Généralement, on fait un petit triptyque. Là, ce qu'on vous propose dans la qualité durable, c'est d'intégrer la persona planète Terre. Pourquoi? Parce que c'est important de s'assurer que l'utilisateur est bien au centre de toute la réalisation et de questionner son besoin. Il va y avoir aussi respecter les demandes des clients et puis du sponsor, en fait.
Et puis, bah, prendre soin de l'équipe qui va réaliser, c'est-à-dire qu'une équipe une équipe en souffrance qui va réaliser dans la douleur va pas forcément être confortable avec le produit et va pas être fière du produit et va potentiellement pas être en adéquation avec tout ce qui sera réalisé. Et donc, la planète Terre, c'est celle qui est souvent oubliée dans nos réalisations. Donc là, on vous propose finalement de la prendre en considération et de créer une persona planète Terre. Donc là, on va s'attacher aux différents effets rebonds, par exemple. Hop. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut privilégier absolument là? Ça va être par exemple le parcours utilisateur, qui va beaucoup dépendre de la satisfaction. Enfin, de là, va dépendre la satisfaction client et éventuellement des dysfonctionnements perçus. Typiquement, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé User in Interface. On vous a mis la petite URL, bah, allez consulter ça plus tard. Vous allez voir que c'est un petit jeu et c'est à quel point on est capable de designer des trucs inconfortables. Voilà. Donc, c'est pas forcément des vrais bugs, c'est plus de la perception de dysfonctionnement qui peuvent nuire à votre projet finalement, à votre produit. Et donc, du coup, on vous a parlé aussi des dark patterns tout à l'heure qui peuvent quelque part rendre votre produit euh, inefficace, voire inutilisé. Typiquement, on parlait du lien absent pour se connecter via le navigateur sur Zoom tout à l'heure. Euh, j'ai mis 5 minutes à cliquer sur le bouton en me disant, mince, ça va encore télécharger un truc. Mm. Sur Et- l'obsolescence. ouais. Je peux Et poursuivre. il y a aussi, bon, on en a parlé un peu tout à l'heure, bah, il peut y avoir ce risque bah, de créer de l'obsolescence à travers la conception qu'on va faire. Donc, je vous ai donné un exemple hein, tout à l'heure. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, est-ce que ça, on le mesure, on l'intègre? Donc, je donnais l'exemple de Green Spector. Green Spector, dans leur modèle, en fait, ils utilisent des vieux terminaux pour faire leur batterie de test. Donc, il y a des tests automatisés de votre service numérique et ça va jouer sur votre note hein, qui vont se faire en utilisant des terminaux de plus de 5 ans, différents types de terminaux, smartphones, PC, etc. Et donc ça, bah, ça permet de travailler sur voilà, l'obsolescence en particulier, sachant qu'aujourd'hui, on parle voilà, de trois formes d'obsolescence. Hein. Il y a l'obsolescence technique, bah, c'est bah, du matériel qui va poser problème, mais on peut aussi avoir des formes d'obsolescence logicielle. Alors aujourd'hui, notamment, ça peut être des composants. Des briques qui sont utilisées, que ce soit de sécurité ou autre. Et c'est ça qui va pouvoir jouer. Donc aujourd'hui, par exemple, Windows, bah, leur justification de devoir passer à Windows 11, c'est une question de sécurité. C'est parce que apparemment, ils n'étaient pas capables de mettre dans Windows 10 des fonctionnalités qui vont nous sécuriser suffisamment. Donc il leur faut absolument un Windows 11, une nouvelle version, sauf que pour qu'elle fonctionne, bah, il faut des prérequis de matériel beaucoup plus vieux. Mais on a aussi ce qu'on appelle cette obsolescence marketing. C'est aussi ça qui va vous dire, oui, il me faut absolument quelque chose de moderne pour fonctionner. Alors ça va être dans le design, c'est-à-dire qu'on va faire par exemple un design qui est fait pour, admettons, un iPhone 17 et pas du tout pour un iPhone 8. Tout comme ça va être aussi par voilà, des techniques de marketing où pour pouvoir avoir tel usage, vous avez besoin absolument de renouveler votre matériel. Et ça, on est malheureusement dans cette tendance en France et partout. Hein, c'est ah oui, il me faut le dernier cri, il me faut le plus récent. Quoi. Et donc derrière, en fait, pour moi, là où ça va beaucoup se jouer, hein, c'est dans le fait de rajouter ce que j'appellerais des tests de robustesse. Et c'est tout ça qui va normalement avoir une capacité à lutter contre l'obsolescence. Donc, dans la norme ISO 25010, bah, il y a déjà en fait tout un tas de, vous voyez, de types de tests qui doivent pouvoir nous aider
à faire ça. Sauf que il faut bien avoir en tête que il ne faut pas le voir que d'un point de vue technique. Par exemple, il y a beaucoup d'organisations, ils font des tests d'accessibilité, voilà, conformité RG2A, très bien. Mais je vais citer, par exemple, un de mes voisins, c'est la collectivité de Rennes. Vous irez voir leur site web, ils ont développé un site qu'ils veulent hyper accessible. Et ben, ils ont fait certes de la conformité RG2A, mais ils ont fait aussi beaucoup de tests utilisateurs avec des associations de personnes en situation de handicap ou en situation de fracture numérique pour voir le réel effet. Donc par les tests utilisateurs aussi, on amène cette forme de robustesse. Voilà, c'est de l'interview qualitative du coup qu'ils ont menée. Ouais, Top, exactement. Et génial, on va trouver des bugs qu'on ne trouverait pas par une analyse purement technique de l'accessibilité. canon. Et puis voilà, bah, sur, il y a peut-être une norme ISO que vous connaissez pas trop, mais moi que je vous invite à explorer, c'est la norme 25019. C'est la qualité d'usage. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on va aller chercher des éléments de qualité du point de vue de l'usage. Et il y en a un notamment, c'est vous devez concevoir un service numérique qui doit réduire les risques environnementaux. Et donc, bah là, comment est-ce qu'on répond à ça? Bah là, ici, je vous donne un exemple, bah, c'est, ce que disait tout à l'heure Lydie, bah, pourquoi pas de définir des personas qui sont pas forcément que les humains, mais c'est d'aller chercher aussi des personas, heu, pour le bien de la planète, quelque part. Donc, par exemple, est-ce que ce que je vais développer comme service numérique, quel effet ça peut avoir, admettons, sur de la consommation d'eau, sur de la biodiversité. Donc, vous pouvez essayer d'aller chercher, et ça c'est une recommandation, donc des personas, vous voyez, qui vont être humains, mais avec des spécificités importantes qu'on va aller chercher, mais aussi, pourquoi pas, la planète Terre, parce que en fait, c'est une partie prenante de Je crois que tu ce as que un vous petit allez concevoir. exemple de mise en pratique, un cas réel. Bah, nous, voilà, on a mis en place un système d'arrosage et puis on s'est posé la question, bah, OK, très bien, on veut réduire notre consommation d'eau, mais quel est l'effet, à proprement parler, si on se place du point de vue, bah, ouais, de la Garonne, qu'on utilise en eau? Et donc on l'a introduit comme persona dans cette dynamique de conception d'un service numérique qui utilisait des objets connectés, un système avec de l'intelligence, etc. Ouais. Super. Et alors comment on fait pour challenger la qualité d'usage? Bah, en fait, on va utiliser bah, tout simplement, comme on fait pour challenger la norme ISO 25010, on va aller travailler sur les différents critères. Et là, vous voyez, je vous mets un résumé des bonnes questions qui sont intéressantes à se poser, autant dans la stratégie de test que plus en aval, euh, qui vont nous amener à qualifier la qualité d'usage. Donc, c'est beaucoup orienté utilité, bénéfice. Donc, c'est la valeur métier, hein. Donc, si vous développez un projet agile, a priori, vous êtes dedans, hein. C'est aussi une question d'efficience. Efficience, c'est OK, je vais mobiliser des ressources, mais est-ce que j'en mobilise pas trop? Et est-ce que derrière je m'assure de la pleine satisfaction? Parce que, vous voyez, si on se met à avoir quelque chose de hyper sobre, mais qui ne répond pas aux besoins, pour des questions de performance, on peut aussi inverser la tendance et se retrouver dans une mauvaise situation. Donc c'est ça l'efficience, c'est pas trop de ressources, ça sert à rien une Rolls-Royce, pour un petit besoin de transport. Bah, même chose, voilà, on va essayer de réduire au strict minimum, mais sans altérer non plus la satisfaction. Et puis voilà, accessibilité, etc. Et du coup, évidemment, qui dit prendre soin des gens et des outils au service des humains, bah, c'est aussi prendre soin des gens qui conçoivent. Donc, du coup, sans vous rappeler quelles sont les bonnes pratiques agiles, on va chercher à rester pragmatique, on va chercher à collaborer et aller vers de la co-construction parce qu'il n'y a que comme ça qu'on s'assure que le produit qu'on conçoit, répond bien à un besoin.
On va adopter une stratégie des petits pas en étant un itératif incrémental. On va chercher à documenter au maximum parce que quelque chose qui n'est pas documenté, potentiellement, on perd du savoir. Et puis évidemment, tout ça dans un rythme soutenable. Selon l'IBET, du coup, en 2023, le désengagement d'un salarié coûte 13 250 euros par an. Donc, c'est énormissime le coût du désengagement quand justement on ne regroupe pas et on n'embarque pas correctement les équipes qui conçoivent. Et donc, du coup, en exemple de bonne pratique, nous avons donc le site de la taverne du testeur. Donc là, il y a eu un changement d'hébergement, il y a eu tout un questionnement. La migration a été transparente pour l'utilisateur, mais c'était fondamental pour rester aligné avec les valeurs du collectif. On parlait tout à l'heure de Google Plus qui est morte de sa belle mort. Là, typiquement, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est cette année, hein, si je dis pas de bêtises, Guillaume, Microsoft a décidé d'arrêter le service Skype parce que bah, toutes les fonctionnalités étaient reprises par Teams. Donc, du coup, c'était un Mm. gain d'économie financière et d'économie de maintenance d'arrêter le service, finalement. Puis, c'était plus simple pour les utilisateurs d'avoir un seul outil. Mm. Donc, tout a gagné à dire au revoir à un service des fois. Donc, c'est avoir le courage aussi de se dire, OK, tuons-le. Et alors, on vous met voilà, en toolkit quelques outils. Alors, je pense que vous aurez les slides, vous pourrez consulter ces éléments-là. Voilà, c'est tout un tas de choses à aller explorer parce que vous pouvez avoir des vrais outils qui vont vous permettre d'amener du test. Donc, par exemple, voilà, celui-là récent, il permet de donner une évaluation de votre dispositif d'IA générative. Voilà, je vous ai cité Green Spector, mais Hublot aussi voilà, est intéressant. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais on vous a mis quelques outils. Et puis sur le volet sociétal, quelques outils, recommandations sur comment travailler, notamment sur le sujet de l'accessibilité, qui reste quand même un gros sujet. Alors, c'est bon, Ouais, vous avez déjà planifié votre stratégie de qualité durable? Top. on Level est 4 bon. paste. Donc là, normalement, on vous a donné quand même quelques bons éléments pour aller travailler là-dessus. Et donc voilà, là, on vous a donné quand même pas mal d'éléments. Maintenant, ce qui n'est pas évident, hein, c'est comment est-ce qu'on arrive à intégrer ça. On trouve quand même que voilà, les 4 étapes qu'on vous a proposées là, elles doivent vous permettre déjà d'avoir une réflexion à l'échelle de votre organisation. Ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas pouvoir y arriver individuellement. Donc, et je te laisse la main, Lydie. Ça marche. Donc, niveau 1, ce qu'il faut retenir, c'est sensibiliser régulièrement vos collègues dans votre entreprise, votre entourage, pour justement éveiller aux différents risques liés au numérique. Parce que bah, quand on parle de RSE, on pense aux touillettes, aux touillettes en plastique et aux gobelets en carton, mais en fait, ça va bien au-delà. Euh, Établir une stratégie de test qui prévoit aussi la durabilité. Et quand on parle de durabilité dans la conception, on pense aussi à l'accessibilité et à tout ce qu'on a pu évoquer dans cette présentation. Et ensuite, une fois qu'on a une stratégie de test, ce qui est intéressant, c'est d'aller introduire vraiment des méthodes et des outils, hein. Donc, faire un projet agile ne suffira pas parce que vous allez quand même rester un peu centré produit. Mais par contre, c'est quand même une très bonne chose et vous allez pouvoir appuyer ça avec des matrices d'exigence, on vous a montré ça tout à l'heure, et des référentiels pour avoir une vraie évaluation de la durabilité et de la qualité durable de votre système. On ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Ouais, notamment. Et puis voilà, l'objectif derrière, hein, c'est de faire des tests, hein, sur ces 3 dimensions.
Donc, alors, on vous a parlé voilà, de comment, enfin, d'un certain nombre de choses qui vont permettre de tester l'approche Green IT. La priorité utilisateur est aussi fondamentale, hein. Mais il y a aussi le bien-être des créateurs, donc, notamment la dimension projet. Est-ce qu'on peut évaluer? Alors en agilité, ça on le fait pas mal, notamment. Je pense que Lydie, notamment, toi tu le fais beaucoup dans tes missions. C'est vrai. Tu peux nous en dire un peu plus, ouais. Là, on n'aura pas le temps de détailler, mais du coup, c'est l'opportunité Ouais, de reprendre contact par LinkedIn. Et c'est surtout, pas n'oubliez faux. pas, on a une formation qui attend ses participants. Ouais, tout En à fait. conclusion, quel sera votre prochain petit pas? Et avec quoi repartez-vous? Ça, c'est une question ouverte à tous. Donc, on peut vous laisser commenter dans le chat ou prendre la parole, c'est comme vous l'entendez. L'idée, c'est Ouais. notre intention, c'est vraiment de faire en sorte que tout ce qu'on produit laisse quand même l'opportunité aux générations futures d'exister et de vivre plutôt que survivre. Bah, merci, Didier et Guillaume. Euh, Moi, je trouve ça toujours très intéressant et vous Ah, avez on n'entend présenté pas très très bien. bien. En tout cas, Ouais, merci pour votre attention. On espère voilà, vous avoir donné tout un tas de clés, même si c'était rapide, hein, sur le sujet. Ouais. Et pour la formation, s'il y en a qui sont intéressés, contactez-nous. On va essayer de monter une formation, entre guillemets, à blanc, où bah, ça sera la première animation de cette formation et ça sera la seule qui sera gratuite, justement. Bon. Et Sur, merci ce- à tous. sur ce, bon Ouais, appétit à tous et à bientôt. à bientôt. À bientôt, au revoir. Bonne journée. Bon appétit. Au revoir.